Alors, on va faire un deuxième round, mais ça va être un peu plus court pour nous tenir aux 45 minutes. Donc, à chacun, j'ai donné 3 minutes pour... merci, Madi. Donc je m'adresse à Philippe Claire. Donc, en écoutant les panélistes, il y a un constat clair, très, très, très clair. Aujourd'hui, c'est des plateformes, c'est des gens qui sont un petit peu partout dans le monde, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Et tout ça, ça implique un boom, un saut technologique, n'est-ce pas? Est-ce que un saut technologique, je ne veux pas dire le nom, mais je vous laisse un peu. Oui. Voilà, le leapfrog, qui est un concept complètement connecté à la gig économie. Oui, ce qui est intéressant, dans la préparation, dans nos débats de préparation, ce qui est intéressant dans cette gig économie, c'est-à-dire cette mise à disposition mondiale des compétences, et il faut bien faire la différence entre cette économie qu'on appelle des petits boulots, c'est pas ça, c'est plus une économie de service à la tâche qui permet localement, pour des entreprises locales, de se développer et de développer de l'emploi du micro. Donc ça a tout un avantage essentiel, notamment pour les pays en développement, bien sûr, mais pour nos économies, je pense à la France, les territoires enclavés, où on va pouvoir créer cette économie. Et puis, il y a cette économie considérable qui émerge, celle de l'innovation, des ruptures de l'innovation, de la révolution numérique, qui est en même temps une fracture, parce que ceux qui ne sont pas formés, les pays qui n'ont pas développé les infrastructures, et on voit bien en Afrique, par exemple, tout ce qui est en train de se développer sur l'économie du mobile phone, etc., ces questions-là redeviennent essentielles. C'est de l'économie traditionnelle, il va falloir renforcer ces infrastructures, mais il y a cette formidable économie de l'innovation qui va permettre à des territoires ou des économies, des sociétés moins développées, d'accéder à des innovations dans ce processus qu'on connaît bien maintenant, qu'on appelle le leapfrog, le saut, je dirais, le raccourci technologique, l'accès à des intelligences, des compétences pour la créativité, sans avoir à mobiliser des fonds considérables, et qui ouvre un champ formidable de rattrapage technologique, voire qui va donner un avantage compétitif à des économies qui étaient en développement, parce que, et je pense à la Tunisie, parce qu'il y a des compétences mises à disposition sur ces plateformes et d'accès immédiat qui permet, je dirais, de faire son marché de compétences. Ensuite, il faut l'organiser. On a parlé de toutes ces problématiques de management, d'organisation d'entreprises agiles, d'intégration de ces compétences, mais on a un formidable accès. Et en France, je pense à nos territoires enclavés, on a tout d'un coup, on découvre qu'à travers ces plateformes, on va pouvoir trouver, je prends l'exemple, et on le traite dans les chambres de commerce, de l'animation d'une filière. Et on s'aperçoit malheureusement, tout le monde s'était endormi, que les chefs d'entreprise dans cette filière découvrent qu'ils ne peuvent pas accéder à tel ou tel marché ou rentrer dans un processus d'innovation complémentaire parce que le territoire a perdu des compétences. Et ça, c'est les filières traditionnelles. Et on débat en France sur les filières stratégiques et autres. Et là, tout d'un coup, s'ouvrent ces plateformes de freelancers, de agile talents, pour prendre, parce qu'on n'a pas les expressions en francophonie pour l'instant, il va falloir que nous les trouvions. Nous accédons à ces compétences et on les intègre. Et donc, la filière, tout d'un coup, je pense, mais une filière traditionnelle, on a perdu des savoir-faire, il faut recartographier ces savoir-faire, et dès qu'on l'a fait, immédiatement, sur la plateforme, on va trouver... Et donc, c'est un formidable, si on se projette dans un futur court, c'est un formidable, je pense, appel pour les pays en développement, pour les pays émergents, et pour nos territoires, y compris nos filières à caractère stratégique, c'est un formidable appel. Alors, je dirais, au développement, et un accélérateur de développement. La question qui se pose, et c'était la question que vous souleviez dans votre start-up, c'est le partage en propriété intellectuelle. Comment on va partager? Ensuite, il va falloir, on a la législation pour le faire, mais il va falloir réorganiser tous ces éléments de partage des innovations, de sécurisation de ces parcours, et bien sûr de concurrence. Je voudrais juste conclure sur un point, pour être court, c'est que ça, c'est le formidable appel, mais n'oublions pas que dans
je dirais, ce nouveau marché du travail mondial ou mondialisé, y compris d'extrême proximité, il y a beaucoup de souffrance. C'est-à-dire qu'on revient à des mises en tension, et là, quand on regarde les plateformes, notamment celle d'Amazon, on est dans l'hyper-concurrence du travail. Et vous avez des entreprises qui vont aller mettre en concurrence des Malaisiens, faire des sortes d'enchères à la compétence, où le Malaisien qui a offert une compétence, allez, on va dire à $20 de l'heure ou pour la prestation, on va le mettre en concurrence avec, je dirais, une compétence à $70 sur un marché plus développé ou des compétences plus développées. Et à la fin, toutes ces mises aux enchères fait qu'on retient le Malaisien, mais on lui dit de réduire son prix. C'est des sortes d'enchères. Et ça, cette mise en tension du travail, au-delà du fait que c'est atomisé, qu'il n'y a pas de... et qu'il faut, je dirais que les premières enquêtes, je le disais tout à l'heure, des salariés indépendants souffrent en disant mais on n'est pas intégré, on n'est même pas évalué dans nos prestations, c'est un algorithme qui nous évalue, c'est une entreprise quelque part dans le monde qui nous a utilisé, qui nous évalue, et ça c'est je dirais une vraie question qu'il faut intégrer dans nos réflexions. Merci beaucoup. Justement, j'ai noté quelque chose de très important. En fait, c'est paradoxal. Il y a de la souffrance à l'emploi, mais il y a aussi cette ouverture, cette grande ouverture pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir... Voilà, pour donner libre cours à son imagination et pour se développer. Et là, justement, la ressource qui est impliquée, je m'adresse à Selim, la ressource qui est impliquée dans la gig economy, elle doit faire preuve d'agilité, elle doit faire preuve de prédisposition à réagir très rapidement. Surtout qu'à la fin, il y a un grand souci, c'est qu'à la fin, on peut ne pas voir le résultat final de ce qu'on a fait. On a fait une petite tâche, on a fait un petit projet, un sous-projet, et à la fin, on ne voit pas vers où ça va mener. Et donc, c'est vraiment un grand challenge pour les ressources, Selim. Oui, bon, oui, c'est vrai, c'est un vrai challenge pour les ressources, pour l'entreprise en elle-même. On parlait effectivement de besoins. Enfin, l'objectif, c'est de répondre à un besoin, aux besoins de l'entreprise. Tout à l'heure, je parlais de levier de performance, tu as parlé d'agilité. Je me rappelle très bien, l'année dernière, j'ai participé à la conférence des DRH du groupe Orange. Et le DRH, à l'époque, nous a dit, objectif pour nous, les DRH, c'est de trouver comment travailler en mode agile et comment développer l'engagement de nos collaborateurs. OK, mais qu'est-ce qu'on entend par agile? L'agilité au travail. Il nous a dit, il faut essayer de voir comment fonctionnent les startups et essayer de dupliquer, de faire la même chose. Bon, en fait, l'équation, jusqu'à ce jour, n'a pas trouvé de réponse. Alors, effectivement, mais mon expérience fait que je me dis que ces startups qui fonctionnent en mode agile, c'est-à-dire en mode maillé, l'organisation elle est maillée, elle est plate, des entreprises de 1500, on parlait tout à l'heure de PME, mais c'est vrai, les PME, il y en a qui comptent 200, 500, 600, enfin personnes, etc. Des grandes entreprises, 1200, 1500 personnes, il est difficile de parler d'agilité. On essaye de changer nos processus, d'aplatir enfin l'organisation, mais bon, on arrive tant bien que mal. Alors, c'est ce qui me pousse à dire, enfin, lorsque j'ai cette réflexion, que effectivement, ces petites startups, ça va faire réfléchir peut-être les entrepreneurs, les patrons de grandes entreprises, à se poser la bonne question et dire comment faire pour répondre aux besoins de mes clients. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux? L'enjeu, c'est que nous faisons face à un environnement très instable, à un environnement très changeant. J'avais un ami qui avait acheté le Samsung S6. 4 mois après, sort le Samsung S7. Il me dit, Selim, écoute, je me suis fait avoir. Tu aurais dû me dire qu'il y avait un téléphone en fin de série qui sortait après. Je lui ai dit, moi non plus, je ne savais pas. Mais 2 mois après, sort le Samsung S8. 4 mois après, le Samsung S9. Alors, il était toujours dans cette logique où il voulait avoir la dernière technologie. Sauf que vous voyez, un environnement est changeant, évolue rapidement, etc. Mais derrière tout ça, il y a quoi en fait? Il y a des développeurs, il y a des gens qui travaillent.
Et c'est-à-dire que à peine a-t-on fait sortir un nouveau produit qu'on est sur une nouvelle technologie. Et pour répondre à ces besoins, ben justement, quelles sont les personnes, quelles sont les compétences qui sont capables demain de commencer à travailler sur ce projet? Certainement pas les grandes entreprises. Et c'est pour cela qu'à mon sens, les entrepreneurs, les grandes entreprises, et c'est pour ça que je parle effectivement, ben, tôt ou tard, cette notion de start-up va se développer. Ça s'est développé en Europe, aux États-Unis, demain en Tunisie, hein, parce qu'on est en train de voir des gens qui sont en train de réussir. Et vous savez, en Tunisie, hein, lorsque quelqu'un réussit, ben allez, c'est on va faire. C'est l'effet d'entraînement, voilà, exactement. Et ça, c'est rassurant. Après, effectivement, dans le paysage européen, je pense, américain, bon, ce n'est pas tout le monde qui réussit, hein. Il y a des startups qui, effectivement, ont l'ambition de devenir, enfin de faire partie de cette élite, ce qu'on appelle comme les GAFA, hein. Lorsqu'on regarde certainement les start-upers, toujours ils voient ces grandes entreprises qui se sont développées avec une ascension assez fulgurante. Et c'est bien, c'est un peu la qualité de l'entrepreneur. Un entrepreneur doit avoir certaines caractéristiques et certaines attitudes qui fait que, effectivement, le projet réussit. Il y a des gens qui se sont, lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que, effectivement, je n'ai pas trouvé de boulot, donc je crée ma propre entreprise. Et ça, c'est, c'est un peu, enfin, je pense que c'est un peu risqué. Donc, en termes d'agilité, effectivement, hein, être agile, ben, il n'y a pas mieux qu'une start-up qui est capable de se modeler, de changer, de configuration à tout moment. Les grandes entreprises, hein, comme telles que je l'ai vécu, lorsqu'on avait un nouveau projet, il fallait préparer les gens 3 mois à l'avance, essayer de repérer les compétences, parfois les reconvertir et donc les former. Et le résultat n'était pas, très probant. Très probant en général. Pourquoi? Parce que on a formé et c'était un mode d'apprentissage. Alors que dans les startups, il y a une expertise. Ils ont travaillé chez un autre client, ils ont développé tel projet, un peu similaire, etc. Donc, ils ont cette expertise et ce savoir-faire. Le seul hic, moi, en tant que patron d'entreprise, si vous voulez, par rapport à ces startups, c'est que le risque, c'est qu'effectivement, je ne vais pas avoir ce transfert, enfin, je ne vais pas capitaliser sur des connaissances. D'accord? La connaissance, elle va rester chez le start-upper. Aussi, je ne vais pas pouvoir transférer un savoir-faire. Le start-upper, hein, il va travailler, etc., dans son truc, dans son coin. Lui, il va te donner un produit ou un service, etc. Donc, il ne va pas y avoir ce transfert. Ça, c'est pour les startups qui vont travailler à court moyen terme. Par contre, l'idéal, hein, et ce que j'ai vu, c'est-à-dire dans certaines études, c'est que certaines grandes entreprises ont pu, fidéliser certaines startups, c'est-à-dire travailler en mode gagnant-gagnant en tant que partenaire et sur du long terme. C'est-à-dire, je ne vais pas travailler avec toi comme startup sur un seul projet. Je considère que, c'est-à-dire, il y aura des projets futurs auxquels, c'est-à-dire, je t'associerai. Alors, à ce moment-là, il y aura cet échange de savoir-faire et cette transmission de compétences, etc. Voilà. Merci Célim. On va essayer d'accélérer un peu, non? Abstraire le micro. Je croyais que tu parles. Alors, je t'ai promis tout à l'heure de questionner sur ta start-up. Et comme j'en sais un tout petit peu autour de ta start-up, je pense que c'est vraiment un vrai exemple de gig economy en amont et en aval. D'accord, oui. N'est-ce pas? Oui, en fait, alors, c'est vrai. Vas-y. Là, la transition, elle est faite. Voilà. D'accord, donc en fait, c'est vrai, notre projet, il est vraiment un pur produit voilà, dans la thématique de gig economy. Mais juste avant de parler, je veux rebondir juste un point sur l'entrepreneuriat et lancer son projet et tout ça. Par rapport au cadre tuniso-tunisien, lancer son projet, voilà, se lancer en tant que freelance, voilà, en auto-entrepreneur, parce que j'ai pas trouvé un business, un poste. Alors c'est pas la bonne démarche, parce qu'en Tunisie, l'échec post-création d'un projet en grande motivation, en grande liaison avec l'absence de trouver un emploi. Donc il n'est pas motivé
pour le cadre entrepreneurial pur et dur, mais parce qu'il n'a pas trouvé une solution. Et là, c'est toute la problématique. Si tu n'es pas réellement avec cette fibre, voilà, tu veux réellement avoir ton propre projet, voilà, te lancer dans le cadre entrepreneurial, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé ceci, donc tu cherches cela. Non. Donc c'est juste un point. Alors, SparkBiz, oui, elle est dans ce sujet-là, parce que moi, un cofondateur avec un associé qui est aussi dans l'économie de l'infidélité, parce qu'il est ingénieur informatique et il a été débauché, donc il se trouve en France. Et par rapport à une problématique qu'on a vécue dans le propre projet, dans le management de l'innovation, c'est qu'on a compris que on n'a pas accès à cette intelligence de différents collaborateurs qui peut être, par exemple, chez l'ouvrier qui travaille là pour 20 ans et on n'a pas cette compétence où il peut avoir la solution. Donc, c'est ce qu'on a vécu, notamment à Vivo Énergie. Je citerai l'exemple qu'un ouvrier qui a pu résoudre une problématique a fait un saving de 100 kg $. Et si on n'a pas posé cette problématique à tout le monde pour ramener cette solution, c'était un budget à investir qui n'était pas prévu et tout ça. Et donc, quand je me suis lancé donc, dans mon compte et animé donc, des hackathons, notamment parce que je suis très actif sur ce sujet-là, et on a compris en fait que les compétences, elles existent déjà chez les entreprises. La solution, elle existe. La solution est liée. Ce n'est pas nous qui vont ramener cette solution. Et en discutant à distance, d'ailleurs, avec mon ami déjà, qui est l'associé donc Safe, et je lui ai parlé, et si on commençait à réfléchir à faire une plateforme pour résoudre des problèmes en interne de l'entreprise. Et là, il m'a dit, oui, moi aussi, je suis dans cette solution, parce qu'il travaille auprès des CAC 40 et tout ça, donc il est de développer des solutions, des réseaux sociaux internes. Et on a commencé à développer SparkBiz, notamment, à une plateforme pour avoir cette ideation et la collecte des idées avec des paramètres, des KPI et tout ça. Donc, voilà, donc un freelance, un brainstorming à distance, on ne s'est pas vu, on a lancé la plateforme et aussi on ne prétend pas le success story parce que tout le challenge, il est là. Ok, SparkBiz est lié aujourd'hui, mais en même temps, on est en pure concurrence, notamment avec des entreprises anglo-saxonnes ou franco-françaises pour démarcher la perle rare. Et notamment, on se trouve aussi aujourd'hui, on a testé la solution, on est sur un client à l'étranger en France pour l'essayer. Aussi en Tunisie avec une banque, je dirais, pour l'animation d'un hackathon. Et on ne prétend pas le success story, mais ça demeure une longue démarche à faire et pour prouver cette solution et puis pour dire après, est-ce que le gig economy c'est bon ou pas? J'espère qu'il va être bon, Med. On est confiant parce que c'est une expertise qu'on met à la disposition des clients et tout le challenge parce qu'on veut que SparkBiz, après, ce soit une plateforme, une sorte de marketplace ouverte à toutes les problématiques et n'en trouvera pas la solution seulement en interne, mais à avoir des propositions en externe. Et c'est ça dans notre plan de développement de SparkBiz. Voilà. Merci. Alors, donner des idées, faire des likes, faire débattre autour d'un sujet, proposer des solutions, donner des idées, like, tous ces slasheurs-là, Jean-Marie Peretti, comment on va les s'intéresser? C'est une communauté finalement, ce n'est plus des salariés, ce n'est plus un personnel, ce n'est plus des gens qui sont là, qui viennent le matin et qui partent le soir, c'est des gens qui sont quelque part dans la nature et c'est une communauté en open. Comment on va les intéresser, comment on va les animer? Ah, c'est une très belle question. Mais je voulais revenir sur un point effectivement tout à l'heure des plateformes. Les plateformes les plus importantes pour une entreprise d'abord, c'est sa propre plateforme des compétences. Lorsqu'on regarde effectivement les plateformes d'aujourd'hui telles qu'on les met en place, elles permettent effectivement d'identifier en interne des compétences qu'on va souvent chercher en externe. Et chaque fois que l'on utilise chez un salarié des compétences qui ne sont pas dans son poste actuel, mais qui sont disponibles, on permet effectivement de lui permettre de slasher en interne, et slasher en interne, ça évite effectivement de slasher en externe. Ça permet de faire de la flex-sécurité, bien évidemment. Au fond, l'agilité, ça repose vraiment sur le fait d'être capable de vivre en mode
c'est-à-dire coopérative, collaborative, donc développer cette communauté telle que évoquée. Et pour cela, ça veut dire mettre en place des outils qui le permettent bien. Il faut effectivement pouvoir s'appuyer. Moi, je suis admiratif de Plaza, donc cet outil merveilleux qu'Orange a développé. Et comme toujours, lorsqu'il y a de très bons outils avec des communautés, chez Plaza, il y a quoi? Il y a 5 ou 6 000 communautés qui se sont créées à l'intérieur de ce réseau social interne de Plaza. Se pose alors très vite le problème de l'appropriation des outils. Comment faire en sorte pour que toutes les personnes qui ont accès aux plateformes, au réseau social interne, l'utilisent. Et le problème de l'appropriation est un vrai problème, y compris à travers un problème de génération. Alors Orange avait mis en place les fameux binômes, les fameux tutorats inversés. Le jeune geek qui devient le tuteur des membres du COMEX pour pouvoir effectivement développer cette culture. Et puis le deuxième besoin, c'est effectivement comment on apprend à vivre en mode open. Alors tout à l'heure, on évoquait ces startups. Beaucoup d'entreprises ont maintenant créé des espaces où des startups, on les héberge et on travaille avec elles. Il y a par exemple dans le domaine RH, il y a le Lab RH qui est un organisme qui s'est créé pour que toutes les startups RH, ils en regroupent 430 à Paris, pour les mettre en relation avec des entreprises qui sont susceptibles d'être leurs clients, susceptibles d'être des partenaires gagnant-gagnant pour les aider à développer un produit, à ce que leur produit réponde davantage aux besoins. Au fond, la coopération entre les startups, leur créativité, le dynamisme, les start-upers, ils impressionnent souvent les autres, les salariés d'entreprise, parce que eux, des semaines de 70 heures, 75 heures, c'est important. Ils sont prêts à les faire. Ils sont prêts à donner beaucoup. Donc, ils sont prêts à travailler de façon accélérée, même si parfois ils ne savent pas comment on travaille, comment on s'organise convenablement, à part lorsqu'on est déjà au stade de votre avancement. Comment donc renforcer ce mode open, être constamment ouvert sur l'ensemble, sur le monde extérieur, et en développant le mode de co avec eux. Donc comment créer ces communautés? Je veux dire que le management devient vraiment un animateur de communauté. On est à l'époque de l'horizontalité. Cette horizontalité passe vraiment par des managers horizontaux. Merci beaucoup. Et je finis avec Khadija. Donc, je pense que tout ce que tu as pu entendre là, c'est très inspirant. Comment tu vois justement l'intégration de la gig economy dans les développements futurs de ta start-up? Peut-être que ça t'a donné des idées pour animer la communauté qui travaille déjà sur Haokar. Alors, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, on prévoit de recruter, on va dire, des jeunes qui vont travailler pour la deuxième phase de notre projet. Et on a déjà notre communauté Haokar sur Facebook qui suivent notre avancement et qui peuvent contribuer avec des feedbacks ou autres, ou s'ils ont des expertises ou autres, à aider à évoluer le projet. Donc c'est vraiment, on a vraiment dépassé le fait de juste faire une voiture pour personnes à mobilité réduite qui soit seulement accessible en fauteuil roulant, mais c'est vraiment, ça sera un véhicule smart adapté à différents types d'handicap moteur et qui soit vraiment qui est un système d'aide à la conduite. Donc c'est vraiment, on a dépassé juste le fait de créer une voiture. Et juste pour rebondir au fait, on a parlé tout à l'heure du brevetage. En fait, c'est du donnant-donnant avec notre entreprise qui nous finance. Et en même temps, ce qu'elle va réutiliser plus tard, c'est vraiment les bases du véhicule. C'est pas vraiment quelque chose de brevetable. Et voilà, donc... plein succès. Je pense que Merci. vraiment, peut-être tout ce que tu as entendu aujourd'hui va t'inspirer pour tes développements futurs pour Haokar. Plein succès. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Je remercie tous les panélistes pour la qualité des présentations, pour votre ouverture.